Salut à tous et bienvenue dans Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, je continue ma série sur l'histoire de l'informatique en 1985. Donc, c'est mon année de naissance, mais aussi la sortie des deux machines avec lesquelles j'ai fait mes premiers pas en informatique, mais aussi deux machines cultes qui ont toujours leurs fans aujourd'hui et dont j'ai très envie de créer pas mal de choses avec, que j'ai donc juste derrière moi. Pour les plus jeunes d'entre vous, l'interface d'un ordinateur en 1985 était bien différente de ce que vous connaissez aujourd'hui. Mais bien sûr, les fondements étaient les mêmes et la puissance des machines ne permettait pas du tout de faire aussi facilement qu'aujourd'hui avec une souris et un touchpad. On avait encore beaucoup d'interfaces texte, quasiment que des interfaces texte d'ailleurs. Dans ces années-là, pour les pros, on passe d'un système où les grosses entreprises avaient ce qu'on appelait des gros ordinateurs ou des mini-ordinateurs, grosses machines dans des bureaux spécifiques avec des informaticiens, des pupitreurs qui leur envoyaient les demandes, qui étaient connectés éventuellement à des terminaux de vente et ce genre de choses. Et puis sur les plus petites entreprises ou alors dans les bureaux des secrétaires, on avait ce qu'on appelait le micro-ordinateur. Pour les entreprises, souvent des Apple II ou des PC, mais ça pouvait être des Commodore 64 ou d'autres types de machines, qui étaient un micro-ordinateur. Je vais pas dire comme ce qu'on a actuellement, mais dans le principe le même. Un écran, clavier, éventuellement une unité centrale si elle n'est pas dans l'écran, dans le clavier. Et ces machines-là sont toutes seules et on communique avec son support de stockage. Et justement, son support de stockage, ça va être une cassette, une disquette. Et là, en 1985, on abandonne de plus en plus les cassettes. On voit quasiment plus d'ordinateurs qui sortent avec des lecteurs de cassettes, alors qu'on en voyait en 1984. Et les lecteurs de disquettes, donc la majorité des lecteurs de disquettes des micro-ordinateurs, c'est des disquettes 5 pouces 1 quart, alors que sur les gros systèmes, on va trouver des disquettes 8 pouces, donc c'est la même chose, mais en plus gros. On va se retrouver ici avec l'apparition sur beaucoup d'ordinateurs de plus petite taille de micro-disquettes, donc de disquettes plus petites avec disquettes 3 pouces et demi que je pense que vous avez tous connu si vous regardez cette vidéo là, même si c'est maintenant presque une pièce de musée. Mais il y avait aussi quelques concurrents comme la disquette 3 pouces 1 quart qui vont finalement disparaître quelques années plus tard. Il va rester que la disquette 3 pouces et demi. Justement en 1985 qu'on a vu apparaître de plus en plus de logiciels professionnels qui utilisaient des interfaces graphiques. Donc sur Mac d'abord, qui était la première machine grand public avec une interface graphique, il y a eu la sortie de plusieurs logiciels dits intégrés. On pouvait faire de nombreuses fonctionnalités de façon graphique, donc sans taper les commandes, mais tout à la souris. Je pense notamment à Lotus Jazz, mais aussi à la première version de Microsoft Excel, à une époque où Microsoft, qui était plus vraiment une start-up, mais pas encore une grosse entreprise, pensait aussi que le futur était sur Macintosh. Ils ont aussi sorti donc Word de façon graphique, alors que sur PC ou sur les autres plateformes, c'était encore en texte et il fallait taper différentes commandes pour les fonctionnalités. Toujours sur les interfaces graphiques, cette petite start-up de Microsoft a sorti son propre système d'interface graphique pour les PC, donc au départ nommé MS Win, et puis qui était renommé à la sortie donc de la version 1.0 Microsoft Windows, qui était en fait un peu complètement buggé, sans vraiment d'application qui était faite pour, et sans possibilité de mettre une fenêtre par-dessus l'autre, donc on devait avoir une fenêtre à côté de l'autre, et puis on ne pouvait pas non plus faire tourner plusieurs applications en même temps, c'était l'une après l'autre, donc le succès était très limité. De son côté, IBM a voulu faire ce genre de choses aussi, mais cette fois-ci avec un système semi-graphique, c'est-à-dire qu'on utilise des textes et des caractères texte pour faire comme si on avait une interface graphique, donc ça s'appelait TopView. Ça a été aussi un flop, mais par contre, et la troisième entreprise en 1985 qui a sorti son système, c'était Digital Research, qui dominait le marché des systèmes d'exploitation avec le CP/M à la fin des années 70, tout début des années 80, donc avant la sortie du PC, et donc sort le GEM, qui avait un fonctionnement très proche des Mac. Le GEM était sorti sur PC, mais aussi sur d'autres plateformes comme notamment le processeur 68000. C'était tellement proche de l'interface graphique et des icônes du Macintosh que ça n'a pas plu du tout à Apple. Apple a porté plainte contre Digital Research pour que son système soit modifié avant la sortie commerciale. Au niveau des machines, continue à augmenter la mémoire pour les ordinateurs personnels. Cette fois-ci, 64 kilooctets de RAM n'est plus un luxe alors que ça l'était les années précédentes. Et les machines avec 128 kilooctets de RAM
commencent à arriver. Et pour les pros, et bien là cette fois-ci, les 512 kilo-octets de RAM commencent à devenir la base dès qu'on veut faire un travail un peu sérieux. Bien par exemple l'arrêt en 1985 du premier Mac à 128 kilo-octets, et puis les premiers micro-ordinateurs avec 1 mégaoctet de RAM arrive, d'où le fait qu'on commence tout juste à trouver la limite des premiers PC avec 640 kilooctets de RAM, donc c'était la limite originale des PC, et bien ça commence à devenir une vraie limite pour le travail vraiment professionnel. Donc différentes solutions sont proposées pour essayer de dépasser cette limite. Mais c'est une limite qu'on va voir encore pendant presque 10 ans. Chez IBM et les PC, pas de gros changements. Intel annonce donc son 386, mais qui n'est pas encore utilisé sur les ordinateurs personnels, juste sur des grosses stations de travail. Donc IBM avait annoncé son IBM AT en 1984, donc il est commercialisé. Il y a juste donc une panoplie maintenant de vrais compatibles PC qui sort. Tout le monde s'y lance, même Commodore, et on a aussi des PC d'entrée de gamme pas très chers qui arrivent, dont par exemple le Tandy 1000, très commun aux USA, que j'aimerais bien trouver un jour. Les PC portables arrivent, donc qu'on appellera à l'époque les portatifs, traduction de laptop, PC qui tiennent sur les genoux. Les portables de l'époque sont les machines avec poignée, donc que l'on peut porter, qui sont souvent un peu plus lourds. On se retrouve avec des machines jusqu'à 25 kg, souvent avec des écrans à tube, donc pas le plus pratique sur les genoux. Chez Apple, en fait, malgré de jolis bénéfices, le Mac ne fonctionne pas comme prévu. C'est toujours l'Apple II qui fait le gros des ventes, donc l'Apple II qui commence à dater déjà, qui a 7 ans en 1985. Le Mac a beau être simple à utiliser, qui a vraiment besoin de ce truc qui ne se connecte pas au réseau des entreprises et qui a un écran minuscule. Très souvent, les opinions des entreprises sont assez mitigées sur cette espèce de machine qui ressemble à un Minitel et on sait pas trop à quoi il va servir en entreprise, ça fait pas une machine sérieuse. Donc changement de stratégie chez Apple qui fait un partenariat avec Adobe, avec le PostScript et qui sort son imprimante laser pour pouvoir imprimer facilement des graphiques. Là à ce moment-là, la création de logiciels de mise en page est simplifiée. On voit apparaître deux logiciels qui deviendront des logiciels phares, donc Aldus PageMaker, qui était plus ou moins l'ancêtre de InDesign. Aldus sera racheté quelques années après par Adobe. Et puis surtout, Quark Express, qui deviendra une référence. Ça deviendra une révolution pour la mise en page des magazines, où avec le Mac cette fois-ci, beaucoup de magazines et de journaux de petite taille vont acheter des Macs pour faire la mise en page. Donc on va passer d'une mise en page manuelle à une mise en page sur l'ordinateur. Un changement qui ne se fera pas sans casse. Steve Wozniak, le créateur de l'Apple, va partir au début de cette année 85. Et fin de l'année, Steve Jobs part avec fracas de chez Apple. Chez Commodore, c'est toujours le deuxième aux USA pour la vente des ordinateurs personnels. Avec le gros des ventes, c'est le Commodore 64. Mais c'est un peu le bazar. Avec le départ donc de son PDG en 1984, Jack Tramiel. En 1985, les ingénieurs ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Ils commencent déjà à sortir, on a deux gammes de machines, personnelles, une professionnelle. Donc d'un côté, en machine 8 bits, on a les Commodore 16 et plus 4, qui sont annoncés début 85, qui en fait ne sortiront peut-être pas en 85 en France, on sait pas trop. Et puis le remplaçant du Commodore 64, le Commodore 128, qui est compatible avec le Commodore 64, c'est pas le cas des machines du 16, 116 et plus 4, et surtout qui est aussi compatible avec CP/M, donc pour des logiciels pro. Troisième chose, c'est que Commodore a racheté l'année d'avant une entreprise qui est Amiga Inc. Cette machine, qui deviendra l'Amiga 1000, qui sort en 1985, impressionne tout le monde avec ses capacités graphiques et son interface simple à utiliser et multitâche, et des capacités sonores pareil d'un niveau d'au-dessus où on a 4 voix qui peut sortir des samples, on n'est pas limité par juste un simple synthétiseur. Mais le premier Amiga est au départ pas mal buggé à sa sortie, il manque des fonctionnalités, le système d'exploitation n'est pas prêt et surtout très cher chez son principal concurrent, donc Atari, que l'ancien PDG de Commodore, donc Jack Tramiel, a racheté. On a cette fois-ci donc les dernières machines 8 bits à sortir, au design réactualisé. On est toujours sur une architecture qui est proche des Atari qui sont sortis 6 ans auparavant, mais on va avoir surtout l'annonce et la sortie de l'Atari
ST, l'autre machine un peu culte avec l'Amiga des années 80 pour tout ce qu'elle va apporter dans la partie image et son. Elle est donc assez impressionnante avec cette fois-ci son entrée MIDI, son interface graphique qui en fait est basée sur GEM de Digital Research que je vous ai parlé avant et donc de CPM 68000. Cette interface donc est très proche du Mac, c'est pour ça qu'on va le surnommer le Jackintosh. 3 machines d'Atari ST sont annoncées. Une avec 128 kilo-octets de RAM, une avec 256 et la troisième avec 512 kilo-octets de RAM. Finalement, eh bien, ça va prendre son temps puisqu'il faut des petites améliorations et puis surtout le procès avec Apple va faire perdre du temps et le procès aussi avec Commodore qu'il y a eu à ce moment-là. Et donc il ne mettra le bout de son nez qu'à la fin de l'année 1985. Seule la version ST540 va sortir, mais avec son prix d'un tiers de l'Apple Macintosh, il va attirer rapidement les musiciens et les graphistes. Et enfin, eh bien, le standard MSX, le standard des ordinateurs personnels qui a été créé donc par Microsoft Japon, encore eux, évolue eh bien, vers la version 2 avec des meilleures capacités graphiques, un peu plus de RAM, et plusieurs MSX européens sont annoncés avec des machines plutôt sympas, donc machines que j'aimerais bien tester un jour. Chez Amstrad, qui sont apparus dans l'informatique que la fin de l'année 84, ça bouge aussi. Le CPC 664 qui a été annoncé fin 84 arrive en France début 85. C'est juste un 464 avec un lecteur de disquette intégré et un basique corrigé. Il est censé aussi avoir une allure plus professionnelle puisque 1985, utiliser les cassettes audio pour enregistrer les données pour les pros, ça se fait plus trop. Mais ce 664 va avoir une carrière bien courte. Amstrad le remplace dès la fin de l'année par le 6128, donc qui est le même avec 128 kilo-octets de RAM. Et c'est avec ça que j'apprendrai mes bases de l'informatique. Ça a été ma première machine, celle que j'ai eue chez moi et où j'ai appris eh bien, toutes les bases de l'informatique. Cette machine-là a une place particulière dans mon cœur et puis aussi dans ce que je suis capable de faire avec. J'ai déjà sorti une vidéo il y a quelques temps déjà. Mais Amstrad n'a pas fini son année, puisque sur la toute fin de l'année, il sort une machine pour les pros, le PCW 8256, qui était en fait une machine à traitement de texte pour les pros, donc un ordinateur dédié traitement de texte, qui utilise, comme les CPC 664 et 6128, les disquettes 3 pouces, qui est un autre format concurrent des microdisquettes à l'époque, qui a fait un flop complet par rapport au format 3 pouces et demi de Sony. Le PCW possédait 256 kilo-octets de RAM, soit le double du CPC 6128, mais par contre, il n'avait pas ces possibilités graphiques. C'était vraiment dédié pour texte ou la productivité. Dans les autres machines populaires, en 1985, on retrouvera eh bien, l'Excelvision 100, le Alice, le Toshiba PAP, dont je vois beaucoup de publicité, mais que je n'ai absolument jamais vu en vrai. Je ne sais même pas s'il est sorti pour de vrai. D'ailleurs, si vous l'avez déjà vu, ça m'intéresse de savoir. Mais aussi, ça va être la fin de plusieurs aventures en France comme en Angleterre, avec notamment le dépôt de bilan d'Auric, et puis Sinclair qui est en très mauvaise posture avec sa voiture électrique qui a fait un flop complet, et puis son Sinclair QL qui devait être une révolution en 1984, eh bien ça a un peu fait plouf en 1985 puisqu'en fait il est sorti très tard, son format de stockage censé être révolutionnaire a été en fait une catastrophe, il n'était pas fiable du tout, il coûtait très cher à produire et ne rapportait donc quasiment rien à Sinclair, donc souci de fiabilité plus le fait un manque d'application et sortie tardive a fait que malheureusement cette machine révolutionnaire va avoir un peu la peau de Sinclair. En machine française, puisque il faut savoir qu'à l'époque on avait quand même une petite industrie française qui créait des ordinateurs, notamment Thomson avait sorti le TO9 en 1985, donc une machine qui se base sur le TO7, TO8 et qui est un peu plus pro. On a eu aussi le SMT Goupil qui était plus ou moins un PC qu'on a retrouvé dans pas mal de services publics à l'époque, ainsi que Bull qui sort son Micral 30 au niveau machine serveur. En fait on va stocker toutes les informations des écoles, des PTT, etc. Les réseaux cette fois-ci eh bien, se complexifient, on trouve de plus en plus de modems sur les ordinateurs, enfin pas énormément utilisés en France car les communications locales sont excessivement chères, mais il devient simple de créer son propre serveur sur son ordinateur personnel. Pour les particuliers, que ceux qui sont vraiment passionnés et qui ont de l'argent vont utiliser ce genre de machine, mais pour les pros, ça va être quand même une petite révolution. Donc avec notamment le début des réseaux Ethernet, bon 10 mégabits, faut pas exagérer non plus, mais c'est exceptionnel pour l'époque.
les premiers jeux en réseau utilisant le Minitel qui sortent, et puis un espèce d'ancêtre des smartphones qui utilisent le téléphone fixe, l'OPD. En 1985, on a eu aussi la mise en place du plan informatique pour tous, qui était donc un plan qui avait été créé par le gouvernement socialiste pour informatiser toutes les écoles. Toutes les écoles primaires avaient au moins un ordinateur, souvent un Thomson. Les collèges et les lycées en avaient un ou plusieurs. Donc, le souci à l'époque, c'est que tous les profs n'ont pas pu être formés, bien sûr, c'est les profs volontaires qui avaient le droit à 1 à 2 semaines l'été pour se former. Donc certains étaient passionnés, mais d'autres étaient beaucoup moins intéressés par ce genre de choses. Et puis aussi pour les grandes écoles qui avaient les moyens ou les collèges, on avait aussi un système de réseau qui avait été donc développé par des Français, le nano-réseau, qui permettait à l'enseignant de pouvoir prendre le contrôle sur les machines qui étaient connectées à distance. Donc très souvent on avait une machine bulle ou un goupil qui était donc le serveur et qui contrôlait les Thomson TO7 ou MO5. Donc il envoyait le programme sur la machine et ensuite on pouvait reprendre le contrôle sur la machine, etc. Il y a plusieurs vidéos de Rotrix Studio qui a essayé de remettre en place un nano-réseau tel qu'ils étaient à l'époque, puisque on a perdu quand même pas mal de documentation, d'informations sur ce qui se faisait à l'époque, ce qui est assez dommage. Au niveau musique, eh bien on va retrouver de plus en plus de logiciels musicaux, pas encore trop sur l'Atari ST, mais notamment sur MSX, où on va avoir des MSX notamment chez Yamaha avec des fonctions évoluées, mais aussi par exemple sur l'Apple II, où on va avoir des programmes et des cartes de synthèse vocale, et puis pas mal de programmes et de cartes qui sortent sur Mac pour composer et enregistrer de la musique. Et enfin, eh bien, je voulais vous parler de tout ce qui est graphisme, puisque moi c'est ce qui me passionne dans l'informatique. Eh bien, on a l'arrivée du premier OCR, c'est-à-dire le premier logiciel de reconnaissance des caractères accessible à tous, en tout cas aux entreprises facilement, qui peut être utilisé sur un micro-ordinateur, car bien sûr le logiciel et le matériel requis étaient quand même très peu accessibles pour n'importe quel particulier. Et puis surtout les premiers scanners pour scanner les photos, notamment le Thunderscan, qui en fait va servir de base pour la création et la vente de Photoshop 2 ans plus tard. Le truc amusant que j'ai trouvé dans les pubs, on va avoir pour projeter ces créations, donc pour faire des slides en set de PowerPoint, on a en fait Polaroid avec son Polaroid Palette qui va nous permettre d'imprimer sur diapo directement ce qu'on a sur écran. Et puis au niveau des imprimantes, pour pouvoir avoir sur papier nos créations, on a l'arrivée des imprimantes couleur matricielles, des imprimantes laser qu'on va trouver de plus en plus facilement, des imprimantes jet d'encre, mais on a aussi toujours, pour pas très cher, les imprimantes à marguerite qui commencent à être pas mal dépassées, qui sont en fait plus ou moins des machines à écrire qu'on branche sur l'ordinateur. Donc là, pas possibilité de faire du graphique, on a une boule avec les différents caractères qui tapent. Et enfin, niveau jeu, eh bien en fait, je suis pas encore à l'époque où je jouais vraiment. Je connais assez peu de jeux en fait de 1985. Il y a eu, bien sûr, le plus important, la sortie de la NES et du premier Super Mario, mais on a eu aussi un paquet de jeux, notamment développés en France et en Europe. Alors, par rapport aux jeux actuels, je préviens, c'était des jeux qui étaient souvent développés par une personne, voire par des équipes de 2 ou 3. Des jeux qui étaient développés en quelques mois seulement. Hein. Les jeux qui sont maintenant mettent 5 ans à être développés à 300 personnes, c'était inconcevable à l'époque. S'il y a bien 2 petits jeux là que j'avais joué à l'époque, enfin c'était pas à l'époque puisque je jouais pas encore, mais dont j'ai joué quelques années plus tard, on va retrouver Macadam Bumper qui permettait de créer ses propres flippers, et j'y ai passé quelques samedis après-midi sur mon Amstrad. Bon voilà pour cette année 1985, il a fallu faire des choix et c'est bien sûr passé beaucoup plus de choses. Il n'est pas impossible d'ailleurs que je fasse quelques petits shorts sur d'autres choses qui se sont passées à ce moment-là, notamment j'ai trouvé super intéressant d'avoir les visions techniques, les visions de l'avenir par certains grands noms de l'informatique de l'époque que j'avais trouvé donc dans certains bouquins. J'ai aussi bien d'autres trucs techniques mais qui ne sont pas forcément 85, déjà là j'ai un peu dépassé ce qui se passe dans l'année. Des articles un peu plus techniques qui sont finalement très intéressants, enfin quand on pense à l'informatique de ces années-là mais pas forcément de 85. Donc au final ça m'a donné de quoi faire un certain nombre de vidéos rien qu'en lisant ces revues. Donc pour réaliser ça, j'ai dû lire, je pense, entre 60 et 80 magazines, donc c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps.
Je vais reprendre sur 86, je vais essayer là cette fois-ci, de me limiter à 1 ou 2 parutions de magazines les plus gros pour avoir les visions d'ensemble, parce que sinon je finirai jamais et je la publierai jamais. En tout cas, je trouve que j'ai beaucoup appris moi là-dessus. Ça m'a mis en effet pas mal de temps. Ça fait 1 an que je lis des revues de 85-86, donc c'était temps de la publier. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt.